Diplôme en main, ma mère m'humilie, tu fais honte à tes sœurs. Puis mon directeur financier annonce, l'introduction en bourse atteint 2 milliards. Le visage de ma mère quand elle a compris que sa fille, ratée, venait de surpasser toute la famille. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Mon nom est Chloé Dubois, et aujourd'hui, à 29 ans, je suis assise dans la pénombre des coulisses feutrées de l'amphithéâtre de la plus grande école de commerce de France. La robe de cérémonie, d'un noir austère, est rêche sur ma peau. Autour de moi, l'air vibre de l'excitation de centaines d'autres diplômés, de leurs rires, de leurs espoirs. Moi, je suis une île de silence au milieu de cet océan de joie. Dans ma main, mon téléphone est froid et lourd, comme une pierre tombale polie. Je sais, avec une certitude qui me glace les os, que dans les prochaines heures, il vibrera 2 fois. Le premier message sera un poison, une lame de mépris distillée en quelques mots, destinée à me briser le cœur d'une manière si profonde que je douterai de ma capacité à respirer. Le second sera un coup de tonnerre, une déflagration qui changera le cours de mon existence et celui de ma famille pour toujours. Mais avant de vous raconter comment le dédain d'un père peut devenir le terreau d'un empire, laissez-moi vous emmener là où tout a commencé, là où les racines de ma colère et de ma détermination ont puisé leur sève. Si vous écoutez mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour que vous me plaigniez. C'est pour qu'elle vous donne, peut-être, la force de croire en la vôtre, même lorsque le monde entier, et surtout ceux qui devraient vous aimer le plus, vous dit que vous n'en valez pas la peine. J'ai grandi au milieu des vignes, dans un endroit où le temps ne s'écoule pas, il fermente. Le domaine Dubois et Fils, un joyau de l'appellation Saint-Émilion, n'était pas seulement une entreprise viticole, c'était un royaume féodal figé dans le temps. Un royaume où mon père, Gérard Dubois, régnait en monarque absolu. C'était un homme taillé dans le roc de la tradition, un patriarche dont les mains larges et calleuses parlaient le langage de la terre et dont la parole était aussi indiscutable que la loi divine. Pour lui, le monde se divisait en 2 catégories immuables, ce qui était noble la vigne, la lignée, le nom du bois transmis de fils en fils comme un sceptre et ce qui était futile, tout le reste. La modernité, les idées nouvelles, et surtout, les ambitions féminines, appartenaient résolument à la seconde catégorie. Dans ce royaume, mes frères aînés, Antoine et Luc, étaient les princes héritiers désignés. Antoine, de 5 ans mon aîné, portait déjà en lui la certitude arrogante du pouvoir futur. Il marchait dans les vignes comme s'il en était déjà le maître, répétant les aphorismes de mon père avec une conviction de perroquet. Luc, plus jeune de 2 ans, était son ombre, un garçon plus doux, mais trop faible pour oser avoir sa propre lumière. Ils étaient les fils de Dubois et Fils, leur destin gravé sur le fronton du domaine. Et moi? J'étais l'anomalie. La fille. Une erreur de casting dans un plan de succession écrit depuis des générations. Ma naissance n'avait pas été célébrée comme celle d'un futur gardien du temple, mais accueillie avec la politesse réservée à un événement charmant mais sans conséquence. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que ma place était en marge, dans les coulisses du grand théâtre familial. Tandis que mes frères, dès leurs 10 ans, étaient initiés au secret de la vinification dans la fraîcheur humide et sacrée du chai, on me confiait à ma mère, Françoise. Une femme belle et douce, dont les rêves personnels s'étaient évaporés depuis longtemps dans l'ombre imposante de son mari. Elle m'apprenait à tenir une maison, à broder, à sourire poliment en toutes circonstances, à ne jamais faire de vagues. Le chai, Chloé, ce n'est pas une place pour une femme, me répétait mon père, non pas avec méchanceté, mais avec l'évidence tranquille de celui qui énonce une vérité universelle. L'âme du vin est une chose masculine. Mais mon esprit, lui, refusait de se laisser confiner à la cuisine ou au salon de broderie. Il s'évadait. Il fuguait dans les chiffres, les équations, la logique pure et implacable des ordinateurs. Je passais des nuits entières, à la lueur d'une lampe de bureau, à apprendre à coder sur un vieil ordinateur que j'avais assemblé moi-même avec des pièces achetées grâce à l'argent de mes anniversaires. C'était mon jardin secret, mon propre chai, un monde où les règles étaient basées sur le mérite et non sur le genre, où la puissance d'un algorithme valait plus que le nom de son créateur. À 16 ans, j'ai remporté un concours national de mathématiques, résolvant un problème qui avait mis en difficulté des étudiants de classe préparatoire.
La presse locale a publié ma photo en première page. Ce soir-là, au dîner, mon père a parcouru l'article d'un œil distrait. Il a replié le journal, l'a posé à côté de son assiette et a déclaré devant toute la famille, « C'est bien joli, tout ça. Une bonne gymnastique pour l'esprit. Mais ça ne t'aidera pas à trouver un bon mari. » Le rire gras d'Antoine avait résonné dans la salle à manger. Luc avait rougi et baissé les yeux sur ses couverts. Ma mère, elle, était restée silencieuse. Le silence de ma mère. Ce fut la bande-son de mon adolescence. Un silence complice, un silence qui validait le mépris de mon père, la condescendance de mon frère. Je ne lui en voulais pas vraiment. Je la plaignais. Elle était une prisonnière, tout comme moi, mais elle avait fini par aimer les murs de sa prison. Le point de rupture, l'explosion qui a fait voler en éclats le semblant d'harmonie familiale, est arrivé le jour de mes 18 ans. La lettre d'admission était posée sur la nappe immaculée de la table du petit déjeuner. Une enveloppe prestigieuse, frappée du double sceau de l'école polytechnique et de HEC Paris. Un double cursus d'excellence, une voie royale vers un monde que mon père ne pouvait même pas concevoir. J'avais travaillé comme une forcenée, en secret, sacrifiant mes nuits, mes week-ends, ma jeunesse. J'ai annoncé la nouvelle d'une voix que je voulais neutre, mais qui tremblait d'un mélange de fierté et de terreur. J'ai été accepté. Le visage de mon père s'est fermé instantanément. Ses joues se sont empourprées d'une colère sourde. Il a frappé la table de son poing, faisant sursauter les tasses en porcelaine de Limoges. Polytechnique? HEC? C'est quoi, ces bêtises américaines? Tu crois que je vais payer 1 centime pour que tu ailles jouer avec des ordinateurs à Paris? Ce sont les meilleures écoles de France, papa. Les meilleures écoles, c'est cette terre. C'est ce nom. Tu es une Dubois, et une Dubois ne quitte pas son domaine pour des futilités de femmes savantes. C'est clair? Ce soir-là, après un dîner glacial, la discussion a tourné à l'ultimatum dans son bureau. Il se tenait debout, massif, devant la cheminée éteinte, son ombre dévorant la pièce. Je te le dis une bonne fois pour toutes. Pas 1 centime de cette famille ne financera ta folie. Si tu choisis cette voie, tu te débrouilleras seul. Complètement seul. Tu ne demanderas rien, jamais. Et pour moi, tu ne seras plus une Dubois. J'ai cherché désespérément le regard de ma mère, qui se tenait près de la porte. Elle fixait un point invisible sur le tapis, les mains jointes sur ses genoux, une statue de douleur et de résignation. Elle n'a pas dit un mot. Son silence fut ma condamnation. Ce soir-là, j'ai compris que je devais partir. Non plus seulement pour étudier, mais pour survivre. Pour devenir quelqu'un que mon père ne pourrait jamais briser, simplement parce qu'il ne me posséderait plus. J'ai fait ma valise dans la nuit, le cœur lourd comme une pierre, mais l'esprit étrangement clair. En quittant le domaine à l'aube, le château encore endormi dans la brume matinale, je ne savais pas que je ne reviendrais jamais en tant que sa fille soumise, mais un jour, peut-être, en tant que sa seule et unique chance de salut. Paris. Pour ceux qui lisent les magazines, c'est la ville des lumières, des amours éternels et des rêves qui se réalisent au coin d'une rue pavée. Pour moi, pendant 5 longues et interminables années, ce fut la ville de la faim, du froid et d'un épuisement si profond qu'il devenait une seconde nature. La promesse de mon père n'était pas une menace en l'air, le robinet financier familial avait été coupé avec la précision d'un sécateur. Je suis arrivé à la gare Montparnasse avec 2 valises, quelques économies et une détermination féroce qui me tenait lieu de manteau. Ma vie s'est organisée en un marathon sans fin. J'ai obtenu une bourse d'excellence, une fierté immense, mais elle ne couvrait que les frais de scolarité exorbitants de mes écoles. Pour le reste, le loyer de ma chambre de bonne de 9 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur, la nourriture, les livres, le ticket de métro, je devais me battre chaque jour. Mes journées étaient une course contre la montre. Cours à Polytechnique de 8h à 17h, où je m'immergeais dans la beauté abstraite des mathématiques et des algorithmes. Puis, je traversais tout Paris en métro, dévorant un sandwich pour tout dîner, pour commencer mon service de serveuse dans un bistrot bruyant du quartier latin jusqu'à minuit, parfois 1h du matin. Les week-ends, je n'avais pas de répit, je faisais des ménages chez des particuliers aisés dans les beaux quartiers, nettoyant des appartements plus grands que la maison de mon enfance, la rage au cœur. Je dormais 4 heures par nuit,
survivant grâce à des litres de café bon marché et à cette colère qui me consumait de l'intérieur. La fatigue était une douleur physique constante. Il m'arrivait de m'endormir dans le métro, me réveillant en sursaut au terminus de la ligne, ou sur mes livres, me réveillant à 3 heures du matin avec la marque des pages imprimées sur la joue et un filet de bave sur un théorème complexe. J'étais seule, d'une solitude abyssale. Les autres étudiants de mes prestigieuses écoles parlaient de leurs vacances au ski à Courchevel et de leurs week-ends dans la maison de campagne familiale. Moi, je comptais chaque centime pour savoir si je pouvais m'acheter un ticket de métro ou si je devais marcher 1 heure sous la pluie battante pour économiser 1,70 €. Cette solitude, cette précarité, ont été mon armure. Elles m'ont endurci, m'ont appris la valeur de chaque chose et la nécessité de ne compter que sur moi-même. C'est dans l'un de ces amphithéâtres glaciaux de Polytechnique que j'ai rencontré le professeur Lambert. Un homme d'une 60aine d'années, brillant, un peu bourru, une sommité mondiale en intelligence artificielle. Il a été le premier à voir au-delà de mes vêtements usés et de mes yeux cernés par la fatigue. Il a vu l'étincelle dans mon esprit, la faim dans mes questions. Mademoiselle Dubois, m'a-t-il dit un jour après un cours, en me retenant alors que je filais vers mon job, votre approche des algorithmes n'est pas académique, elle est instinctive. Vous ne vous contentez pas de résoudre des problèmes, vous les réinventez. D'où cela vous vient-il ? Il est devenu mon mentor. Il m'a ouvert les portes de son laboratoire, m'a confié des projets de recherche, m'a poussé à aller toujours plus loin. Il a été la première figure paternelle bienveillante de ma vie. C'est grâce à lui que j'ai rencontré mes futurs associés, mes frères et sœurs d'armes. Amina, d'abord. Une codeuse de génie, arrivée des quartiers nord de Marseille avec une bourse et une colère sociale encore plus grande que ma rage personnelle. Elle avait dû se battre contre les préjugés sur ses origines comme je m'étais battue contre le patriarcat de mon milieu. Nos colères, loin de s'opposer, sont entrées en résonance. Ensemble, nous passions des nuits blanches à écrire des lignes de code, à construire des mondes virtuels où les règles du jeu étaient enfin les nôtres. Puis il y a eu Marc, un étudiant brillant de HEC, un stratège commercial dont l'ambition était aussi démesurée que notre talent technique. Il venait d'un milieu modeste et avait une fin de réussite qui nous unissait. Il avait le charisme, le réseau et l'audace qui nous manquaient. Nous étions un trio improbable, la fille de vigneron rognier, la prodige des cités et le futur golden boy issu de la classe moyenne. Notre quartier général était ma chambre de bonne. L'odeur du café froid se mêlait à celle des composants électroniques. L'idée de « Vinitech » est née au cours d'une de ces nuits-là, autour d'une pizza froide et de bouteilles d'eau. Je parlais de mon enfance, de la manière archaïque, presque mystique, dont mon père gérait son domaine, se fiant à l'instinct, à la lune, et à des traditions vieilles de plusieurs siècles. Je leur parlais de sa terreur du gel qui pouvait anéantir une récolte en une seule nuit, des maladies cryptogamiques qui rongeaient les cèpes comme une lèpre. Mais c'est fou, a lancé Amina, en tapotant sur son clavier. Aujourd'hui, on a des données pour tout. On peut modéliser la propagation d'un virus informatique. Pourquoi pas celle du mildiou ? Et s'il existait un moyen de tout prévoir, a renchéri Marc, ses yeux brillants d'excitation. De combiner des données satellites sur l'hygrométrie, des capteurs au sol pour la température et l'acidité, des drones pour une analyse foliaire de chaque parcelle, de chaque CEP de vigne ? Et de nourrir toutes ces données dans une intelligence artificielle, ai-je murmuré, sentant une idée vertigineuse prendre forme dans mon esprit. Un algorithme qui pourrait prédire les risques sanitaires avec 72 heures d'avance, optimiser les traitements pour n'utiliser que la juste dose, au juste endroit, au juste moment. Augmenter la qualité du raisin tout en respectant l'environnement. Ce n'était pas seulement une idée de start-up. C'était ma réponse. C'était une révolution. C'était prendre le monde de mon père, ce monde de terre et de tradition qui m'avait brutalement rejeté, et le faire entrer de force dans le XXIe siècle. C'était lui prouver que l'avenir de son héritage ne se trouvait pas seulement dans les racines de ses vignes, mais aussi dans les réseaux de neurones de nos serveurs. Le seul soutien familial, si ténu soit-il, venait de ma tante Hélène, la sœur cadette de ma mère. Une femme discrète, elle-même mariée à un agriculteur, qui m'envoyait de temps en temps des mandats de 50 €, glissés dans des cartes postales aux motifs floraux. Pour t'acheter quelque chose de bon et chaud, écrivait-elle. C'était peu, mais c'était un lien. C'était la preuve que quelqu'un,
quelque part dans cette famille qui m'avait effacé, pensait encore à moi. Avec Amina et Marc, nous avons monté un dossier pour le grand concours de startups de l'université. Nous avons travaillé dessus comme des damnés pendant 6 mois, affinant notre business plan, développant un prototype sur nos ordinateurs personnels. Le jour de la présentation finale, j'étais terrifié. En face de nous, un jury d'investisseurs et de chefs d'entreprise grisonnants. J'ai parlé avec mes tripes. J'ai parlé de la vigne non pas comme une usine à vin, mais comme un écosystème complexe et fragile. J'ai parlé de la technologie non pas comme un outil de domination, mais comme un stéthoscope pour écouter le pouls de la terre. Nous avons gagné le premier prix. 100 000 €. C'était une somme colossale, le début de tout. Le soir même, euphorique, j'ai envoyé par email l'article du journal économique Les Échos, qui annonçait notre victoire à mes parents, sans ajouter un seul mot. La réponse de mon père est arrivée le lendemain matin. Courte, sèche, méprisante, l'argent facile des concours ne remplace pas le travail de la terre. J'espère que tu n'oublies pas de te concentrer sur tes études pour avoir un vrai diplôme à la fin. Ce message aurait dû me dévaster. Au lieu de ça, il a ravivé la flamme de ma colère et l'a transformée en un acier trempé. Un vrai diplôme ? Je lui construirais une vraie entreprise. Une entreprise si grande, si puissante, si incontournable, qu'il ne pourrait plus jamais prétendre qu'elle n'existait pas. Le succès initial, aussi modeste fut-il, a agi comme un projecteur braqué sur notre petite entreprise. Et la lumière, comme chacun sait, attire aussi bien les alliés que les prédateurs. Avec les 100 000 € du prix, nous avons quitté ma chambre de bonne pour un petit bureau dans un incubateur de start-ups, un espace bruyant et surchauffé où l'odeur de l'ambition se mêlait à celle des nouilles instantanées. Mais c'était notre territoire. Notre premier véritable ennemi n'est pas venu du monde de la vigne, mais de celui de la tech. Une société concurrente dirigée par un certain Étienne Moreau, un homme au sourire carnassier et au costume trop cher, archétype du start-upper sans scrupules dont la seule innovation est sa capacité à copier les autres. Il n'a pas cherché à créer une meilleure technologie, mais à s'approprier la nôtre. Sa première approche fut de tenter de débaucher Amina. Il lui a proposé un salaire doublé, des stock options, un poste de directrice technique. Elle a écouté poliment son discours mielleux au téléphone avant de lui répondre « Monsieur Moreau, le code que j'écris a une âme. La vôtre est à vendre. Nous n'avons rien à nous dire. » Et elle a raccroché. Vexé, Moreau a changé de tactique. Il est passé de la séduction à la destruction. Il a lancé une campagne de dénigrement insidieuse, faisant courir le bruit dans les cercles d'investisseurs et les salons professionnels que notre technologie était un gadget pour parvenus, qu'elle était instable, et pire encore, qu'elle risquait de corrompre les données précieuses des domaines. Il jouait sur la peur de l'inconnu, un levier puissant dans un milieu aussi conservateur. Le coup de grâce est arrivé 6 mois plus tard. Un de nos plus gros clients de l'époque, un domaine réputé en Bourgogne, a subi une perte de données critiques à la veille des vendanges. La panique a été totale. En réalité, leur jeune ingénieur agronome, fraîchement diplômé, avait fait une erreur de manipulation catastrophique, ignorant tous nos protocoles de sécurité. Mais publiquement, terrorisés à l'idée d'admettre leur incompétence, ils nous ont accusés. Moreau, tel un vautour, s'est engouffré dans la brèche. Il a alimenté la presse spécialisée en articles assassins, citant des sources anonymes qui confirmaient la non-fiabilité de notre système. Nous étions soudain les parias. Une lettre d'avocat, menaçant d'un procès en dommages et intérêts de plusieurs millions d'euros, est arrivée. C'était une mise à mort. Nos finances étaient à sec, et notre réputation était en lambeaux. C'est là que j'ai découvert le vrai visage du monde des affaires parisien, un monde bien plus impitoyable que les silences de ma famille. Nous avions désespérément besoin de lever des fonds pour survivre, pour payer les avocats, pour tenir le temps de prouver notre innocence. J'ai enchaîné les rendez-vous avec les fonds de capital risque de la place. L'expérience a été une descente aux enfers, une douche froide d'une violence inouïe. Je me suis retrouvée face à des hommes en costume gris, de l'âge de mon père, qui me regardaient avec un mélange de condescendance et de suspicion. Ils écoutaient à peine ma présentation technique, mais me posaient des questions sur ma vie personnelle, sur ma capacité à gérer le stress, et à manager une équipe d'hommes. Le pire fut un rendez-vous avec un certain Pierre,
un investisseur soi-disant visionnaire. Il m'a reçu dans son bureau immense, décoré d'art contemporain agressif. Il a posé ses pieds sur la table en m'écoutant, avant de m'interrompre. Écoutez, Chloé, je peux vous appeler Chloé? Votre projet est mignon. Très passionné. Mais soyons francs, vous n'avez pas le profil. Le marché a besoin d'être rassuré. Ce qu'il vous manque, c'est un PDG. Un vrai. Un homme. Il a fait un geste vers la porte. Votre associé, Marc. Il a le bon profil, la bonne école, le bon costume. Il est crédible. Mettez-le en avant, et vous, occupez-vous de la technique, dans l'ombre. C'est votre meilleure chance. J'ai cru que j'allais vomir. La nausée m'est montée à la gorge. J'ai ramassé mes affaires, les mains tremblantes. Merci pour votre temps, monsieur. Je crois que vous venez de faire la pire erreur d'investissement de votre carrière. Je suis sorti de ce bureau, j'ai marché sans but dans les rues de Paris, la pluie se mêlant à mes larmes de rage. J'étais au bord de l'abandon. Peut-être que mon père avait raison. Peut-être que ce monde n'était pas fait pour moi. Ce soir-là, j'ai retrouvé Amina et Marc au bureau. Je leur ai raconté le rendez-vous, prête à tout laisser tomber. Marc était blême. Mais c'est Amina qui a réagi. Elle a fermé son ordinateur portable d'un coup sec. Non. On ne leur donnera pas ce plaisir. Ni à ce connard, ni à ton père, ni à personne. On va se battre. Sa force m'a rechargé. Je ne pouvais pas les trahir. Le lendemain, j'ai joué ma dernière carte. J'avais réussi, via un contact du professeur Lambert, à obtenir un rendez-vous avec Isabelle de Villiers. Une légende. La seule femme à la tête d'un grand fonds de capital risque en France. On la surnommait la dame de fer de la finance. J'avais une peur bleue. Son bureau, au dernier étage d'un immeuble surplombant la place Vendôme, n'était que luxe, calme et puissance. Elle m'a reçue, élégante, glaciale, le regard perçant. Elle m'a laissé parler pendant 10 minutes, sans m'interrompre, sans prendre une seule note. J'ai tout déballé, la technologie, le procès, les investisseurs sexistes, mon histoire familiale. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant une minute qui m'a paru une éternité. Puis, elle s'est penchée en avant. « Votre père est vigneron, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, sa voix grave et posée. J'ai hoché la tête, surprise qu'elle ait retenu ce détail. « Le mien était un petit industriel en province », a-t-elle continué. Il pensait que la plus grande ambition pour sa fille était d'épouser le notaire du village. J'ai vu des dizaines d'hommes arrogants et bornés comme nos pères, Chloé. Et je vais vous dire un secret, ils n'ont pas peur de notre échec. Ils ont une peur panique de notre succès. Parce que notre succès remet en question l'ordre du monde sur lequel ils ont bâti leur pouvoir. La plus belle des revanches n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de bâtir un empire qu'ils ne pourront jamais ignorer. Elle a ouvert un carnet en cuir. Je vais investir 2 millions d'euros dans Vinitech. Et mon avocat personnel, qui se trouve être le meilleur spécialiste en propriété intellectuelle de Paris, va réduire en poussière les menaces de votre client et les mensonges de votre concurrent. En échange, je ne veux pas seulement un retour sur investissement. Je veux que vous réussissiez de manière spectaculaire. Je veux que vous deveniez le symbole de ce qu'une femme déterminée peut accomplir. L'arrivée d'Isabelle de Villiers a été comme l'intervention de la cavalerie au dernier moment d'une bataille perdue. Elle n'a pas seulement été une source de financement, elle est devenue mon mentor, ma protectrice, une sorte de figure maternelle en armure Chanel. Elle m'a appris les codes du pouvoir, m'a ouvert son carnet d'adresses, a poli mes angles. Elle m'a appris à transformer ma rage en une énergie froide et stratégique. Ne sois pas émotive, Chloé, me disait-elle souvent. Sois efficace. L'émotion est une faiblesse que nos adversaires utiliseront toujours contre nous. L'efficacité est une armure qu'ils ne pourront jamais percer. Avec ses moyens et son soutien, le vent a tourné. Nous avons gagné le procès, prouvant non seulement notre innocence mais aussi la manipulation de notre client. La mauvaise publicité s'est retournée contre nos détracteurs. Les domaines viticoles, impressionnés par notre résilience et la puissance de notre nouvel actionnaire, ont commencé à nous appeler. En un an, notre équipe est passée de 3 à 50 employés.
Nous avons déménagé dans de vrais bureaux, lumineux et spacieux. J'ai pu embaucher un directeur financier, Jean-Pierre Lefebvre, un homme d'une soixantaine d'années, ancien d'un grand groupe du CAC 40, qui a apporté l'expérience et la sagesse qui nous manquaient. Mais cette croissance avait un prix. Je vivais, mangeais et dormais Vinitech. Je n'avais plus de vie personnelle. Mes nuits se passaient au bureau, penchées sur des tableaux de bord, et mes jours en rendez-vous. Le stress était permanent, une boule au fond de mon estomac qui ne me quittait jamais. 1 an et demi après l'investissement d'Isabelle, nous avons signé un contrat transformateur. Un consortium regroupant plusieurs des plus grands noms de la Champagne. C'était la consécration. Nous n'étions plus une start-up prometteuse, nous étions devenus un acteur incontournable du secteur. Ce soir-là, dans l'euphorie, j'ai fait quelque chose que je m'étais juré de ne plus jamais faire. J'ai appelé mon père. Une part de moi, la petite fille en moi, espérait encore naïvement que cette nouvelle, ces noms prestigieux, cette reconnaissance par l'élite d'une autre grande région viticole, pourrait enfin percer son armure de mépris. Papa, c'est Chloé. Je voulais juste te dire que Vinitech vient de signer un contrat exclusif avec le consortium des grandes maisons de Champagne. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix, plate et froide comme le marbre d'une tombe. C'est bien. J'ai attendu, le cœur battant, espérant un mot de plus. Rien. C'est une grande nouvelle pour nous, ai-je balbutié, la gorge serrée. Je vois, a-t-il dit. Mais dis-moi, est-ce que tu es rentable? Ou est-ce que tu brûles toujours l'argent des autres? Parce que l'argent des investisseurs, Chloé, ce n'est pas du vrai argent. C'est du vent. Il a raccroché avant même que j'aie pu répondre. Je suis resté là, mon téléphone à la main, le son de la tonalité me vrillant les oreilles. J'avais construit une entreprise valorisée à des dizaines de millions d'euros, j'avais une équipe de 50 personnes, je venais de signer le contrat de ma vie. Et pour lui, ce n'était que du vent. Cette conversation m'a fait plus mal que tous les refus, toutes les humiliations. J'ai compris ce soir-là, avec une clarté douloureuse, que je n'obtiendrais jamais sa reconnaissance. Alors, j'ai décidé de viser autre chose. Pas seulement le respect. La puissance. Le genre de puissance qui ne peut être niée, ni ignorée, ni qualifiée de « vent ». L'idée de l'introduction en bourse, au début, me semblait folle. Une étape pour les géants, pas pour nous. Mais ce sont Isabelle et Jean-Pierre qui m'ont convaincu. Chloé, m'avait dit Jean-Pierre avec son calme olympien lors d'un comité stratégique, nous sommes à un point d'inflexion. Pour passer à la vitesse supérieure, pour nous développer à l'international, pour devenir le standard mondial de la viticulture de précision, il nous faut des capitaux massifs. Le marché est porteur, notre technologie est unique. Une introduction sur Euronext nous donnerait non seulement les moyens, mais aussi la légitimité ultime. La légitimité ultime. Ces mots résonnaient en moi. C'était exactement ce que je cherchais. Ce n'était plus une question d'argent, mais de statut. Devenir une société cotée, c'était entrer dans la cour des grands, c'était transformer le « vent » de mon père en un actif tangible, quantifiable, indiscutable. Le processus a été lancé dans le plus grand secret. Pendant 6 mois, ma vie n'a été qu'une succession de réunions interminables avec des banquiers d'affaires, des avocats fiscalistes, des auditeurs pointilleux. Des nuits entières passées à éplucher des documents, à préparer le document d'enregistrement universel, cette bible de plusieurs centaines de pages qui allait présenter notre société au monde. C'était un tunnel épuisant, mais exaltant. Je voyais se construire, page après page, la reconnaissance officielle de tout ce pourquoi nous nous étions battus. Au milieu de ce tourbillon, un email de l'administration de HC est arrivé, presque incongru. J'avais presque oublié que j'étais encore techniquement une étudiante, finissant mon cursus à distance par quelques validations. L'email m'informait que j'avais non seulement validé mon diplôme, mais que je l'avais obtenu avec la mention « Très bien » et les félicitations du jury. La date de la cérémonie de remise des diplômes était fixée. Par une ironie cosmique, elle tombait précisément la même semaine que notre introduction en bourse. 2 accomplissements, 2 mondes, qui allaient entrer en collision. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle de mon diplôme, en omettant soigneusement l'autre. Sa joie était sincère, touchante, mais elle a vite été suivie par la phrase que je redoutais. « Oh, Chloé, c'est merveilleux.
Ton père sera si fier. Il faut absolument qu'on soit là. Nous viendrons tous à Paris pour te voir. L'idée de les avoir là, ce jour-là, au moment précis où mon autre vie, ma vraie vie, allait exploser publiquement, me remplissait d'une angoisse sourde. Ils sont arrivés la veille. J'avais réservé des suites dans un palace parisien, un geste qui se voulait une démonstration de ma réussite, mais qu'ils ont perçu comme une provocation arrogante. Le dîner dans un restaurant étoilé fut un supplice. L'ambiance était d'une froideur polaire. Mon père n'a pas posé une seule question sur mon travail, parlant uniquement du domaine, de la météo, des vendanges à venir, comme si mes 5 dernières années à Paris n'avaient jamais existé. Antoine, mon frère aîné, me lançait des regards narquois, me traitant avec un mépris à peine voilé. Alors, Chloé, toujours amusant ton petit jeu d'ordinateur? Bientôt fini de jouer à l'étudiante, a-t-il lâché au-dessus de son homard. Ma mère, prise en étau, essayait désespérément de maintenir une conversation, mais ses phrases flottaient dans le silence pesant avant de retomber, mortes, sur la nappe. J'ai senti que ma présence même était une agression pour eux. J'étais l'incarnation de tout ce qu'ils rejetaient, un miroir de leur propre immobilisme. Le matin de la remise de diplôme, je me suis réveillée avant l'aube. Je me sentais étrangement calme, comme au centre d'un cyclone. J'ai enfilé une robe sobre, puis la toge universitaire par-dessus. Je me sentais comme une actrice en costume, jouant un rôle qui n'était déjà plus le mien. Je me suis isolée dans les coulisses de l'amphithéâtre, au milieu des rires et de l'excitation des autres étudiants. Mon téléphone était sur vibreur dans ma poche, un lien direct avec mon autre réalité. 9h30. Il a vibré. C'était Jean-Pierre. J'ai décroché, le cœur battant à tout rompre. Chloé, c'est fait. La demande est exceptionnelle. La valorisation est fixée. Les banquiers proposent 60 € par action. On parle d'une capitalisation de 2 milliards d'euros à l'ouverture. C'est au-delà de toutes nos espérances. Le communiqué de presse officiel part dans 15 minutes. Félicitations, présidente. 2 milliards d'euros. Le chiffre flottait dans mon esprit, irréel, absurde. La petite fille qui n'avait pas le droit d'entrer dans le chai. L'étudiante qui mangeait des pâtes un jour sur 2. J'ai raccroché, les mains si tremblantes que j'ai failli laisser tomber le téléphone. La cérémonie a commencé. Les discours, la musique, tout me parvenait comme un écho lointain, déformé. J'ai aperçu ma famille dans les gradins. Mon père, droit comme un i, le visage fermé. Ma mère, le sourire crispé. Antoine, l'air profondément ennuyé. 10h05, on a appelé mon nom. Chloé Dubois. Félicitations du jury. Je me suis levée. Alors que je faisais les quelques pas qui me séparaient de l'estrade, mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification de message. Par un réflexe absurde, j'ai jeté un œil à l'écran. C'était mon père. Assis à 50 mètres de moi, il avait choisi de m'envoyer un texto. Tu as voulu ton indépendance. Tu l'as. N'attends plus rien de nous. Tu es seul désormais. Le monde s'est arrêté. Le bruit de la salle, les applaudissements, tout a disparu. Il ne restait que ces mots, gravés au fer rouge dans mon cerveau. Tu es seul désormais. Il avait choisi ce moment précis, le moment de ma consécration académique, pour me poignarder une dernière fois. Pour me rappeler que, quoi que je fasse, à ses yeux, je n'étais rien. Une paria. J'ai traversé la scène comme une somnambule. J'ai serré la main du directeur, pris le rouleau de papier qui symbolisait 5 ans de ma vie, esquissé un sourire pour le photographe. À l'intérieur, j'étais en ruine. 10h15, je redescendais les marches de l'estrade, cherchant une issue, un endroit où m'effondrer en paix, quand mon téléphone s'est mis à sonner. L'écran affichait « Jean-Pierre ». J'ai décroché, me tournant pour faire dos à la salle, la voix étranglée. « Allô ? Chloé ? » C'est la folie la plus totale. Sa voix était euphorique, bien trop forte pour l'acoustique de l'amphithéâtre. Le titre s'envole déjà sur le marché gris. BFM Business vient de faire une alerte spéciale. Il parle de toi, de la « nouvelle reine de la French Tech ». Tu es la plus jeune femme à introduire une société de cette valeur en bourse. Ils veulent t'interviewer en direct cet après-midi.
Sa voix portait. Des têtes ont commencé à se tourner vers moi. Des murmures ont parcouru les rangs des étudiants et des professeurs. 2 milliards? C'est elle, la PDG de Vignitech? J'ai levé les yeux, presque malgré moi, vers les gradins où se trouvait ma famille. Mon regard a croisé celui de mon père. Il tenait son propre téléphone à la main, le visage blême. Les notifications des actualités économiques avaient dû apparaître sur son écran en même temps que sur des milliers d'autres. Son expression était un mélange ahurissant de stupeur, d'incrédulité et de haine. Sa mâchoire s'était littéralement décrochée. L'homme qui venait de me rogner par texto découvrait, en direct, devant des centaines de personnes, que la fille qu'il venait de jeter aux orties valait désormais, sur le papier, plusieurs centaines de millions d'euros. Il venait de comprendre que le « petit jeu d'ordinateur » de sa fille venait de faire de lui le père de l'une des femmes les plus puissantes de sa génération. Nos regards sont restés accrochés pendant une seconde qui a duré une éternité. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai vu aucune pitié dans ses yeux. J'y ai vu la peur. La peur panique de celui qui vient de perdre tout contrôle, et de le réaliser en public. La fin de la cérémonie fut un chaos surréaliste. Les gens ne parlaient plus des diplômés, ils parlaient de moi. En sortant de l'amphithéâtre, j'ai été assailli de félicitations par des professeurs qui m'avaient à peine remarqué pendant mes études et par des camarades qui, une heure auparavant, m'ignoraient poliment. Le buzz de l'information avait transformé mon statut. Je n'étais plus Chloé Dubois, l'étudiante discrète, j'étais la milliardaire de la remise de diplôme. J'ai retrouvé ma famille à l'extérieur, sur le parvis balayé par le vent. Le contraste entre l'agitation autour de moi et le silence glacial qui émanait d'eux était saisissant. Ma mère était en larmes, mais je ne savais pas si c'était de joie, de choc ou de chagrin. Mes frères étaient décomposés. Antoine me fusillait du regard, les poings serrés, comme si mon succès était une insulte personnelle. Luc, lui, fixait le sol, l'air complètement perdu, incapable de gérer la collision de ces deux mondes. Mon père, lui, était livide. Il se tenait à l'écart, droit comme un piquet, comme si ma seule présence le brûlait. Le déjeuner était maintenu. Un salon privé dans un grand restaurant près des Champs-Élysées. L'idée même de m'asseoir à table avec eux me donnait la nausée, mais je savais que cette confrontation était inévitable. Je devais l'affronter, non pour eux, mais pour moi. Pour clore ce chapitre de ma vie avec dignité, selon mes propres termes. Nous avons traversé le restaurant dans un silence de mort, sous le regard curieux des autres clients qui me reconnaissaient. À peine la porte du salon privé refermée, mon père a ouvert les hostilités. Sa voix était blanche de fureur contenue. C'était donc ça, ton plan? Une humiliation publique? Tout manigancé pour nous jeter ça au visage devant des centaines de personnes? L'accusation était si absurde, si tordue par sa propre perception du monde, que j'ai failli en rire. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon calme le déstabilisant plus que n'importe quel cri. Un plan? Papa, tu crois vraiment, une seule seconde, que j'ai orchestré une introduction en bourse de 2 milliards d'euros juste pour t'embarrasser? Tu te donnes beaucoup trop d'importance. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, je l'ai posé doucement sur la nappe blanche, à côté de mon verre d'eau. J'ai ouvert son message. Humilié, ai-je repris d'une voix posée, mais tranchante comme une lame de rasoir. Parlons d'humiliation, si tu veux bien. J'ai tourné l'écran vers ma mère et mes frères, pour qu'ils puissent lire. Puis, j'ai lu à voix haute, en détachant chaque syllabe, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Tu as voulu ton indépendance. Tu l'as. N'attends plus rien de nous. Tu es seul désormais. J'ai reçu ça, de ta part, 5 minutes avant de monter sur scène pour recevoir mon diplôme. Le diplôme que j'ai obtenu en travaillant 20 heures par jour pendant que vous me tourniez le dos. Alors, s'il te plaît, ne me parle pas d'humiliation. Ma mère a étouffé un sanglot, portant la main à sa bouche. Luc est devenu encore plus pâle, si c'était possible. Seul Antoine a soutenu mon regard, les yeux plissés d'une haine pure. Mon père a tenté de se justifier, mais sa voix manquait cruellement d'assurance. C'était une façon de reconnaître ton indépendance. De te dire que tu avais réussi seul. Non, ai-je coupé net. Ne me prends pas pour une idiote. C'était une façon de me dire que j'étais morte pour toi.
Un dernier coup de poignard, au cas où une partie de moi espérerait encore quelque chose de toi. C'était la même façon que tu as eu pendant des années de me dire que je n'étais pas assez bien, que mes rêves étaient ridicules, que ma place était à la cuisine et non dans une salle de conseil. Je me suis levée. Je n'avais plus faim. Je n'avais plus peur. Je me sentais vide, mais d'un vide clair et limpide. Le problème, papa, n'a jamais été mon manque de talent ou ma supposée folie. Le problème, ça a toujours été ton incapacité à imaginer un autre monde que le tien. Tu ne pouvais pas concevoir qu'une fille, ta fille, puisse accomplir quelque chose en dehors du chemin étroit et poussiéreux que tu avais tracé pour elle. Mon succès n'est pas une attaque contre toi. C'est simplement la preuve irréfutable de ton manque de vision. Mon téléphone a sonné sur la table, une sonnerie stridente dans le silence de mort. C'était Jean-Pierre. Chloé, la voiture est en bas. L'équipe de BFM est prête pour ton interview en direct. J'arrive, ai-je dit calmement. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Ils étaient comme figés dans une peinture tragique. Je dois y aller. J'ai une entreprise à diriger. Ta famille ne compte donc pour rien, a explosé mon père, retrouvant enfin sa voix autoritaire et blessée. Cette fois, je n'ai pas flanché. Je lui ai souri, un sourire triste et dénué de toute chaleur. Ma famille m'a appris que je devais me débrouiller seule. Et c'est ce que je fais. Je suis la présidente directrice générale d'une société cotée en bourse. J'ai des responsabilités envers mes employés, envers mes actionnaires. Des responsabilités que tu ne peux même pas commencer à comprendre. Je me suis dirigée vers la porte. Alors que ma main se posait sur la poignée dorée, sa voix m'a arrêtée. Chloé. Je me suis retournée, une dernière fois. Il se tenait là, vaincu. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu non pas comme un tyran tout-puissant, mais comme un homme dépassé, prisonnier de son propre monde étriqué qui s'effondrait. Il a avalé sa salive, les mots lui arrachant visiblement la gorge. Félicitations, pour ton introduction en bourse. C'est impressionnant. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas de l'amour. C'était la reconnaissance forcée et amère d'un pouvoir qu'il ne pouvait plus nier. C'était le son de sa défaite. Merci, ai-je répondu. J'ai ouvert la porte et je suis partie sans me retourner. En descendant dans l'ascenseur en marbre, je n'ai pas ressenti la joie exubérante du triomphe. J'ai ressenti le vide immense et paisible de la libération. La quête de l'approbation de mon père, ce moteur puissant et toxique qui m'avait consumé pendant si longtemps, venait de s'éteindre. J'étais enfin libre. Mais j'étais aussi, comme il l'avait si cruellement écrit, seul. Les semaines qui ont suivi l'hypo ont été un tourbillon médiatique et professionnel. J'étais partout, à la une du Wall Street Journal Europe, sur les plateaux de télévision de Londres à Paris, dans les conférences internationales où j'étais présenté comme le nouveau visage de la tech européenne. Vinitech n'était plus une simple entreprise, c'était un symbole. Le symbole de la French Tech triomphante, de l'innovation face à la tradition, malgré moi, d'une certaine forme de revanche féminine. J'étais devenue une histoire, une narration qui me dépassait, et je devais apprendre à l'habiter. Pendant ce temps, à Bordeaux, le silence de ma famille était assourdissant. Pas un appel, pas un message. C'était une guerre froide, une tentative pathétique de m'effacer de leur réalité en prétendant que je n'existais pas. Mais mon succès était trop bruyant pour être ignoré. Et c'est Antoine, mon frère aîné, qui a décidé de rompre ce silence, non pas avec un rameau d'olivier, mais avec une déclaration de guerre. Fou de jalousie, humilié de voir son statut d'héritier incontesté voler en éclats, il a décidé de m'attaquer sur mon propre terrain, la réputation. Il a orchestré une campagne de dénigrement aussi vicieuse que stupide. Utilisant le réseau de contacts de mon père, il a commencé à répandre des rumeurs dans le milieu très fermé et médisant du vin bordelais. Vinitech était une escroquerie pour bobos parisiens. Notre technologie dénaturait l'âme du terroir. Nos algorithmes allaient standardiser le goût du vin et tuer le savoir-faire ancestral. C'était un discours parfaitement calibré pour effrayer la vieille garde, pour jouer sur la peur du changement. Certains journaux locaux, amis de la famille, ont relayé ces inquiétudes avec une complaisance à peine masquée, publiant des tribunes de vignerons authentiques qui s'insurgeaient contre la technologie déshumanisante. Jean-Pierre,
mon directeur financier, était furieux. On doit les attaquer en justice pour diffamation. On va les plumer. Isabelle, ma mentor, que j'ai appelée immédiatement, était plus stratégique. Sa voix au téléphone était calme et tranchante comme un scalpel. Surtout pas, Chloé. Un procès serait long, sale, et leur donnerait exactement ce qu'ils veulent, de l'attention et le statut de victime. Tu ne dois pas te battre avec les armes d'Antoine, ce sont les armes d'un enfant capricieux. Tu dois le rendre obsolète. Et comment je fais ça, ai-je demandé, la fatigue et la colère me pesant sur les épaules. Par une démonstration de force. Froide, clinique, incontestable. Ne réponds pas à ces mensonges. Écrase-le avec des faits. Montre au monde non pas ce qu'il dit, mais ce qu'il est, un homme du passé. Son conseil a guidé ma contre-attaque. J'ai mobilisé mes équipes de data scientists et de marketing. Pendant 2 semaines, nous avons travaillé sans relâche. Puis, nous avons publié, en partenariat avec un grand institut de recherche agronomique indépendant, une étude d'impact complète sur la viticulture de précision. Le document, une centaine de pages de graphiques, de statistiques et d'analyses complexes, était une bombe atomique de rationalité. Il prouvait, chiffres et témoignages de clients à l'appui, comment notre technologie permettait une réduction de 30% de l'utilisation des pesticides, une meilleure gestion des ressources en eau, et une augmentation significative de la complexité aromatique des raisins, validée par des panels de dégustateurs experts à l'aveugle. Mais le coup de génie d'Isabelle fut la manière de le présenter. Nous avons inclus une section finale intitulée « Étude de cas prospective ». Nous y présentions le cas anonymisé, mais extrêmement détaillé, d'un prestigieux domaine familial de la rive droite, en proie à des difficultés croissantes dues à des méthodes de culture vieillissantes et à un manque d'adaptation au changement climatique. Nous avons modélisé, avec une précision terrifiante, comment Vignitech aurait pu non seulement sauver leur récolte des dernières années, mais l'améliorer de 15 à 20%. Tout le monde à Bordeaux, en lisant la description des parcelles et des cépages, a compris de qui il s'agissait. Nous n'avions pas attaqué le domaine du bois et fils. Nous l'avions exposé comme un vestige du passé, et nous nous étions positionnés comme son unique sauveur possible. C'était une manœuvre impitoyable, d'une élégance cruelle. Antoine était ridiculisé. Il avait voulu me faire passer pour une ennemie du terroir, je venais de prouver que j'étais son avenir. La réalité, cependant, a dépassé notre simulation. La nature elle-même semblait avoir choisi son camp. Cet automne-là, une nouvelle forme de mildiou, particulièrement agressive et résistante aux traitements traditionnels, a ravagé le Bordelais. Le changement climatique, que mon père avait toujours nié en haussant les épaules, avait créé des conditions parfaites pour sa propagation. Les domaines équipés de notre technologie, grâce à nos capteurs et à nos alertes prédictives, ont pu réagir à temps, avec des traitements ciblés et efficaces, limitant les dégâts. Les autres, dont le domaine du bois et fils, ont été frappés de plein fouet. Mon père, enfermé dans son orgueil et son déni, s'est obstiné à utiliser les vieilles méthodes, les bouillies bordelaises de son grand-père. Il a refusé d'écouter les avertissements de ses régisseurs, les traitant de défaitistes. La récolte fut catastrophique. La qualité s'est effondrée. Pour la première fois depuis des décennies, les grands critiques internationaux ont émis des avis désastreux sur le millésime du domaine du bois. Les commandes des grands négociants ont été annulées. Les banques, qui autrefois lui mangeaient dans la main, ont commencé à s'inquiéter et à parler de revoir ses lignes de crédit. L'empire que mon père avait passé sa vie à consolider commençait à se fissurer, rongé de l'intérieur par son propre immobilisme. C'est Luc, mon frère cadet, qui m'a appelé. Un soir tard, sa voix au téléphone était un murmure brisé, chargé de honte et de désespoir. « Chloé, c'est une catastrophe, a-t-il dit. Père ne veut rien entendre. Il s'enferme dans son bureau toute la journée, il accuse le monde entier, le climat, les critiques, tout le monde sauf lui. Antoine est inutile, il ne fait que crier sur les ouvriers. On va droit dans le mur. La banque menace de ne pas renouveler nos crédits en fin d'année. Il y a eu une pause, et j'ai entendu son souffle tremblant. Il ne l'admettra jamais, Chloé. Jamais. Mais on est en train de tout perdre. Il est en train de détruire l'héritage de nos ancêtres par pur orgueil. S'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire d'autre.
S'il te plaît, aide-nous. En raccrochant, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Aucune joie mauvaise. Juste une profonde et amère tristesse. Le royaume de mon père s'effondrait, non pas à cause de mon succès, mais à cause de son refus obstiné de voir le monde tel qu'il était devenu. J'avais passé des années à vouloir m'échapper de ce royaume. Et maintenant, son destin reposait entièrement entre mes mains. La question n'était plus de savoir si je pouvais le sauver, mais si je le voulais. Et à quel prix? La capitulation de mon père n'a pas été un acte de contrition, mais une manœuvre de la dernière chance, l'ultime recours d'un homme acculé. Il ne m'a pas appelé. Il a demandé à sa secrétaire de prendre rendez-vous avec la présidente directrice générale de Vinitech. La formalité était à la fois ridicule et révélatrice. Il ne venait pas voir sa fille, il venait solliciter une entreprise. Il se pliait aux règles de mon monde parce que le sien était en train de mourir. Il est arrivé dans le hall de nos bureaux parisiens, un atrium de verre et d'acier baigné de lumière qui devait lui sembler être une autre planète. Je l'ai observé depuis mon bureau, via les caméras de sécurité. Il paraissait plus petit, plus vieux, perdu dans cet espace immense et impersonnel. Son costume, impeccable comme toujours, semblait flotter sur ses épaules. Il était un roi déchu en exil sur un territoire étranger. Je l'ai reçu dans la grande salle de conseil, seul, assis au bout d'une immense table en chêne clair qui pouvait accueillir 20 personnes. J'ai pris mon temps avant de le rejoindre, pour bien marquer que c'était moi, désormais, qui maîtrisais le temps. Il a exposé la situation de manière factuelle, presque clinique, évitant soigneusement tout langage émotionnel. Il parlait de difficultés conjoncturelles, de problèmes phytosanitaires exceptionnels. Pas une seule fois il n'a admis ses erreurs, son entêtement. Il a conclu sa présentation en disant, le regard fuyant, nous serions donc disposés à considérer un partenariat avec votre société pour équiper le domaine. Disposés à considérer. Même au bord du gouffre, son orgueil était intact. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Quand il a eu fini, je suis restée silencieuse pendant une longue minute, le laissant mariner dans le poids de ce silence. Puis, j'ai pris la parole. Je vois. La situation est donc critique, ai-je dit d'une voix neutre, dénuée de toute trace de triomphe. Vinitech peut en effet résoudre ces problèmes. Notre technologie est la seule sur le marché capable d'endiguer cette nouvelle forme de mildiou. Mais ce ne sera pas un partenariat. Ce sera un contrat. Et j'ai mes conditions. Il a froncé les sourcils, s'attendant sans doute à une négociation financière impitoyable. Il se trompait lourdement. Premièrement, ai-je continué, la condition commerciale. Vinitech équipera l'intégralité du domaine. En retour, le domaine du bois et fils deviendra notre vitrine technologique officielle pour les grands crus classés. Vous signerez un communiqué de presse commun, rédigé par mes équipes, où vous reconnaîtrez publiquement que l'avenir de la grande viticulture passe par l'innovation technologique que nous proposons. Votre nom et votre réputation garantiront notre succès. Mon nom et ma technologie garantiront votre survie. Il a blêmi. C'était une reddition publique, une abjuration de tout ce qu'il avait toujours prêché. Il allait devoir admettre que tout ce qu'il avait méprisé était sa seule chance de salut. Et deuxièmement, ai-je ajouté, ma voix se faisant plus douce, mais infiniment plus ferme, il y a une condition familiale. Il a relevé la tête, le regard méfiant, presque effrayé. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai plus besoin de tes excuses. Tu en présenteras à maman. Son visage s'est décomposé. Tu présenteras tes excuses à ta femme. Devant tes 3 enfants. Pour toutes les années où tu l'as forcée à être silencieuse. Pour toutes les années où tu as étouffé ses espoirs. Pour toutes les années où tu l'as obligée à choisir entre son mari et son enfant, sachant pertinemment qu'elle n'avait pas le droit de choisir. C'est le prix à payer, papa. Le contrat commercial ne sera signé qu'après ça. Il est reparti sans un mot, le visage gris comme la cendre. Pendant 3 jours, je n'ai eu aucune nouvelle. Je pensais qu'il refuserait, que son orgueil l'emporterait sur la raison. Mais la menace de la faillite, de la perte du nom, de la destruction de l'héritage de ses ancêtres, était encore plus forte. Le 4e jour, Luc m'a appelé. Il est d'accord. Il veut qu'on se réunisse au domaine, ce dimanche. La scène s'est déroulée dans le grand salon du château familial.
Un endroit que j'avais fui, et où je revenais en position de juge. Nous étions tous là. Antoine, le visage fermé par la haine. Luc, pâle et nerveux. Ma mère, assise sur le bord d'un fauteuil, ne comprenant pas ce qui se passait. Et mon père, debout près de la cheminée. Il a regardé ma mère. Sa voix, pour la première fois de ma vie, était hésitante, brisée. Françoise. Je te demande pardon. Pour tout. C'était maladroit, insuffisant, mais c'était là. Ma mère l'a regardé, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je n'ai pas vu de larmes, ni de soulagement. J'ai vu une lueur s'allumer dans ses yeux. La lueur d'une compréhension soudaine. Elle s'est levée avec une dignité que je ne lui avais jamais vue. Merci, Gérard, a-t-elle dit d'une voix calme et claire. J'accepte tes excuses. Maintenant, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a 30 ans. Je vais prendre des vacances. Seul. Le choc a été total. Mon père était abasourdi. Mais, et le domaine? Le domaine, a-t-elle répondu en le regardant, puis en me regardant avec un premier vrai sourire depuis des années, semble être entre de nouvelles mains compétentes. Je vais faire mes valises. C'était la première décision véritablement indépendante de sa vie. Le succès de sa fille ne lui avait pas seulement offert une revanche par procuration, il lui avait montré qu'un autre chemin était possible. Quelques mois plus tard. L'automne dorait les vignes du domaine du bois. Je suis sur une parcelle, supervisant l'installation de nos capteurs de dernière génération. Luc est à mes côtés. Il apprend vite, il est passionné. Il est sorti de l'ombre de son père et de son frère pour devenir un allié, un pont entre deux mondes. Antoine a quitté le domaine, refusant de travailler sous ma direction indirecte. De la terrasse du château, mon père nous observe. Il ne dit rien. Il n'y a pas d'étreinte, pas de réconciliation hollywoodienne. La blessure est trop profonde. Mais il y a une forme de paix. Une paix froide, professionnelle. L'ordre ancien a été brisé. Un nouvel équilibre, fragile, s'est installé. Je regarde le soleil se coucher, le même soleil que je regardais enfant en me sentant étrangère sur mes propres terres. Aujourd'hui, je ne suis plus une étrangère. J'ai sauvé le passé en imposant l'avenir. J'ai compris que le véritable héritage n'est pas la terre ou le nom que l'on nous donne, mais celui que nous nous bâtissons nous-mêmes, à la force de nos rêves et de nos cicatrices. Et ce soir-là, en respirant l'odeur de la terre humide et des promesses technologiques, je savais que mon histoire ne faisait que commencer.